importance. Je tiens tout d'abord à vous dire que c'est avec un réel plaisir que mon équipe et moi-même avons accepté d'être parmi vous aujourd'hui afin de partager nos connaissances en matière de la lutte contre les infections nosocomiales. Je tiens à remercier le comité d'organisation et particulièrement Madame Mouri, la secrétaire générale du CHU de Béjaïa, et Dr Hamissi pour leur dynamisme sans répit pour mener à bien cette journée. Donc, je vous présenterai aujourd'hui l'épidémiologie des infections nosocomiales. Il y aura certainement des redites, mais ce sera toujours bon pour la journée d'aujourd'hui. Alors, effectivement, pendant longtemps, on parlait d'infections nosocomiales, mais ces dernières années, le comité de lutte, le comité technique de lutte contre les infections nosocomiales en France et aux États-Unis ont adopté une nouvelle définition qui est l'infection associée aux soins, et celle-ci survient au cours et au décours d'une prise en charge, qu'elle soit diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative d'un patient, et si elle n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge. Le reste de la définition est le même, donc ne change pas. Je voudrais vous dire que les infections associées aux soins sont un véritable problème de santé publique à l'échelle mondiale. Lorsqu'on sait qu'au niveau mondial, il y a environ 1,4 million de personnes qui souffrent à tout moment d'une infection nosocomiale. Actuellement, le risque de contracter une infection nosocomiale en France, par exemple, il est estimé à 7%. Et ce risque diffère selon les établissements et selon les services et peut aller jusqu'à 30% environ. La prévalence mondiale est estimée actuellement à environ 8,7% et elle peut aller jusqu'à 30%. En Algérie, on vous l'a déjà dit, elle est de 14% au cours de l'enquête nationale qui a été réalisée en 2005. Alors, pourquoi on parle aujourd'hui des infections associées aux soins? Tout simplement parce qu'ils ont un impact important de par leur gravité, qui est liée notamment à l'apparition des germes multirésistants, entraînant ainsi une impasse thérapeutique, d'où une mortalité et une létalité élevée. La mortalité, selon l'OMS, elle est estimée à environ un décès sur 9 millions d'infections nosocomiales, et elles sont également importantes de par leur extrême polymorphisme clinique, bactériologique, de par la difficulté de leur contrôle, qui doit passer par une formation continue, par une information et par un système de surveillance adéquat. Elles sont également importantes de par leurs conséquences médico-légales. Il faut savoir que la responsabilité des établissements et du personnel est engagée. Et bien sûr, elles nuisent à la réputation des établissements et des services. Le coût économique et social d'une infection associée aux soins, les coûts peuvent être liés au traitement, à la prolongation de la durée d'hospitalisation, aux actes et aux explorations supplémentaires engendrées, aux pertes occasionnées par les maladies professionnelles, aux pertes occasionnées par les fermetures des services, et sans oublier les coûts indirects, tels que les pertes de productivité, les incapacités temporaires ou permanentes, les préjudices moraux, les décès et les frais de justice. Je relate ici le coût qui a été rapporté dans certains hôpitaux d'Europe et des États-Unis. Regardez, dans les pays occidentaux, le coût moyen des infections liées aux soins est de l'ordre de 700 millions d'euros par an. Aux États-Unis, le coût était de 4,2 milliards d'euros. En 2002, les experts internationaux ont estimé ce taux à environ 3 500 à 8 000 euros.
Et en Europe, il est de l'ordre actuellement de 610 à 1370 euros. Au CHU de Tizi Ouzou, nous avons tenté d'étudier ce coût de l'infection associée aux soins en 2008. Alors, nous avons travaillé sur les cas d'infection survenus au cours de l'année 2008. Et là, nous avons trouvé un coût, regardez, donc le coût d'une journée d'hospitalisation, il est de l'ordre de 15 700 dinars. Le coût de la journée d'hospitalisation avec infection nosocomiale, il est monté à environ 17 500 dinars, engendrant ainsi un allongement de la durée moyenne de séjour de 13 jours et entraînant un surcoût pour une infection nosocomiale d'environ 226 900 dinars. L'allongement de la durée d'hospitalisation. Alors, dans le monde, cette durée d'hospitalisation a été augmentée entre 6 à plus de 20 jours, en fonction donc des différents sites d'infection. D'après l'OMS, l'augmentation moyenne de la durée d'hospitalisation chez les patients présentant une infection du site opératoire est de l'ordre de 8 jours. Au CHU de Tizi Ouzou, comme vous l'avez vu, il a été augmenté de 13 jours en moyenne. Il faut savoir que l'infection associée aux soins, elle concerne tout le monde. Elle concerne le patient, elle concerne le personnel médical et paramédical, les personnels d'entretien et voire même les visiteurs. Regardez maintenant la chaîne épidémiologique. Vous voyez donc les agents pathogènes qui sont source de ces infections. Alors, ils sont transmis d'un réservoir de germes à des sujets réceptifs. Le réservoir des germes est constitué de quoi? Il est constitué de flore de malades, de flore de personnel et de flore environnementale. Les sujets réceptifs, c'est toute personne donc, travaillant ou admise dans un établissement de santé peut être donc sujette à faire une infection nosocomiale. Cependant, il y a certaines personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Ce sont surtout les personnes avec déficit immunitaire, les brûlés, les diabétiques, les insuffisants respiratoires, les vieillards et bien sûr les nouveau-nés. Comment se fait la transmission? Alors, il y a 4 types de transmission dans un établissement de soins. Il y a d'abord l'auto-infection, comme son nom l'indique, c'est le patient qui s'auto-infecte avec ses propres germes, avec sa propre flore. Elle se voit surtout quand le patient, par exemple, il a des escarres en rééducation. Vous avez également l'hétéro-infection, c'est toute infection donc, qui est transmise au patient par les mains des personnels ou bien par le matériel. Vous avez la xéno-infection, c'est toute infection qui survient donc suite aux visites dans un établissement de santé. C'est pour ça qu'on recommande souvent de réglementer les visites dans un établissement de soins. Il y a également l'exo-infection, c'est toute infection qui survient suite à des agents extérieurs à l'établissement, comme par exemple l'eau à l'hôpital ou l'alimentation à l'hôpital. Voici les différents modes d'expression épidémiologique. Alors, l'infection nosocomiale peut être exprimée soit sporadiquement, c'est-à-dire il y a un cas d'infection qui survient dans un service donné ou dans une unité de soins donnée, c'est un cas isolé. Parfois, elle survient sous forme épidémique, c'est-à-dire il y a 2 ou plusieurs cas qui surviennent dans une même unité de soins ou dans un même service. Et d'autres fois, sous forme endémique, c'est-à-dire qu'il y a des germes, ou il y a un germe qui est présent dans une unité de soins ou dans un service, mais au cours de plusieurs mois, voire plusieurs années. Quels sont les facteurs favorisants maintenant de ces infections? Alors, quel que soit le mode de transmission, la survenue d'une infection associée aux soins est favorisée par la situation médicale du patient, qui elle-même dépend, bien sûr, de son âge et de sa pathologie,
vous avez vu que les personnes âgées, les immunodéprimés, les nouveau-nés, etc., sont les plus sensibles à faire ces infections. Certains traitements, notamment les antibiotiques, les immunodépresseurs, et bien sûr les actes invasifs, tels que les cathéters, les sondages, la ventilation artificielle, etc. Maintenant, quelles sont les différentes localisations de ces infections associées aux soins? Alors, vous avez plusieurs localisations. Les premières, ce sont les infections du site opératoire, on en parle depuis tout à l'heure. Alors, donc, les facteurs de risque dépendent surtout de l'étendue de la contamination préopératoire, qui elle-même dépend de la durée de l'intervention et de l'état général du patient. Vous avez également la qualité technique de la technique chirurgicale, la présence des corps étrangers, la présence d'une infection concomitante sur un autre site, la virulence des micro-organismes, la pratique de rasage préopératoire, l'expérience de l'équipe chirurgicale. Vous avez également les pneumopathies nosocomiales. Elles sont principalement observées dans les unités de soins intensifs et elles sont de l'ordre de 25%, engendrant un taux de 3% par jour et un taux de létalité élevé. Alors, ces infections pulmonaires sont donc observées surtout dans les services de pédiatrie sous forme de bronchiolite virale, dans les services de gériatrie sous forme de pneumopathie par surinfection bactérienne et dans les services d'oncologie. Vous avez également les bactériémies. Elles sont de l'ordre de 5% des infections. Donc, elles peuvent aller jusqu'à 50% en fonction de certains micro-organismes. Vous avez les infections urinaires de l'ordre de 40%. Il faut savoir que 80% de ces infections urinaires sont liées surtout à un sondage urinaire. Les micro-organismes. Alors, vous avez plusieurs micro-organismes qui sont responsables de ces infections. Alors, en fonction des populations des patients, en fonction du type d'établissement et en fonction des pays et des régions. Alors, ces micro-organismes, donc, vous avez donc toute une panoplie. Vous avez les bactéries, les virus, les parasites, les champignons. Regardez, parmi les bactéries, c'est surtout le Staphylococcus aureus, l'Escherichia coli. Parmi les bactéries donc, pathogènes, c'est surtout le Clostridium, les Klebsiella, les Proteus et toutes les entérobactéries. Les virus, tous les virus peuvent être responsables, notamment le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, le rétavirus. Et le reste, comme vous voyez, donc, c'est surtout les champignons, donc, dont le fameux Candida albicans qui est responsable de pas mal d'infections chez les immunodéprimés. Vous avez également l'Escherichia coli. Alors, il est responsable dans certaines contaminations alimentaires. Il est pathogène dans les méningites du nouveau-né, dans les infections intra-abdominales et dans les infections urinaires. Vous avez le Pseudomonas aeruginosa, le Klebsiella, les entérocoques, l'Acinetobacter baumannii, et tous sont responsables surtout de pneumopathie nosocomiale, de bactériémie et de septicémie nosocomiale. Vous avez également le Staphylococcus aureus. Il est responsable d'environ de 19% des infections. Vous voyez que, par exemple, aux États-Unis, il est responsable de 4,5% des admissions et l'incidence est de l'ordre de 4 à 10% des admissions hospitalières en France. Le streptocoque bêta-hémolytique, il est donc prépondérant notamment dans les services d'obstétrique, de néonatologie, de gynécologie. C'est pour cela que d'ailleurs ces dernières années, on préconise le diagnostic prénatal entre la 35e et la 37e semaine de gestation. Alors, je vous donnerai quelques chiffres sur les infections associées aux soins. Il y aura certainement des redites. Alors, en France, par exemple, selon les enquêtes de prévalence, regardez, il y a environ 6 à 10% des patients hospitalisés à un jour donné ont une infection nosocomiale. Ce taux diffère selon les services, donc vous voyez que ça va entre 5% jusqu'à 14%.
Selon les enquêtes d'incidence, ce taux il est de 14%, notamment en réanimation médicale. Dans les pays du Maghreb, j'ai essayé de rapporter un petit peu les dernières données. Regardez donc au Maghreb. Alors, il y a eu une enquête la dernière enquête en 2010 montre donc des taux de prévalence variant entre 7 et 11%. Vous voyez qu'en Algérie, par exemple, elle est de 6,3%, l'Égypte 9,9%, vous voyez jusqu'à donc l'Italie 11,9%. Alors là, ce sont les chiffres donc, qui ont été donc retrouvés dans les différentes publications. Vous voyez que les chiffres donc de ces infections, alors pour la prévalence par exemple, il varie entre 6 et 11%, toujours donc au Maghreb. Pour les taux d'incidence, vous voyez que ça varie entre 1,8 et 40%. En Algérie, regardez donc les différentes enquêtes qui ont été faites. Pour les enquêtes de prévalence, les taux varient entre 5 et 13%. Et pour les taux d'incidence, les taux varient entre 0,3 et 24%. Au CHU de Tizi Ouzou, j'ai tenu quand même à rapporter ces chiffres. Alors, vous voyez que les taux de prévalence depuis 2003, alors, il passe de 12,6 en 2003 à 7,7 en 2010. Je voudrais juste vous dire que la dernière enquête qui a été réalisée en octobre 2011 montre un taux, donc selon une analyse préliminaire, un taux de 4,6%. Mais il faut dire qu'il y a eu d'énormes efforts qui ont été donc consentis en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Cependant, ces dernières années, on remarque que les infections qui ont été, donc, les infections qui ont été retrouvées, ce sont des infections à germes multirésistants, entraînant souvent une impasse thérapeutique, donc un taux de létalité en augmentation. Je dirais un mot donc, sur les méthodes de lutte. Alors, les méthodes de lutte passent tout d'abord par une surveillance. Alors, la surveillance, c'est donc... La surveillance, d'abord, c'est les enquêtes autour des cas. Après signalement ou après déclaration, il y a une enquête qui est diligentée autour du cas et des recommandations sont prodiguées afin d'éviter d'éventuelles épidémies. Vous avez également des enquêtes d'incidence qui sont réalisées donc, selon les moyens, soit une fois par an, soit périodiquement. Vous avez des enquêtes d'incidence et puis des audits, notamment d'observation, de connaissances et de pratiques. Vous avez également, cette lutte ne peut pas avoir lieu sans l'apport de la formation médicale ou paramédicale, l'information, la sensibilisation et vous avez également la rupture de la chaîne de transmission. C'est la stratégie. Donc je vais passer rapidement. La stratégie de lutte, elle passe donc par une réglementation, par la mise en place de CLIN et les principes, ce sont les précautions standards et les précautions complémentaires. Alors, je vais passer très rapidement. Alors, les précautions standards, on en a déjà parlé. Les précautions complémentaires se surajoutent aux précautions standards et elles sont prescrites selon les voies de transmission, donc soit si la transmission se fait par l'air, par gouttelette ou bien par contact. Alors, vous avez donc des principes. Alors, pour l'isolement, donc on a deux types d'isolement. Il y a l'isolement septique et l'isolement protecteur. L'isolement septique, vous voyez, donc il faut faire barrière à la diffusion de l'agent infectieux connu ou présumé à partir du patient ou de son environnement immédiat. Alors, soit donc venant des autres patients, soit des soignants, ou bien des visiteurs. Dans l'isolement protecteur, c'est l'inverse, il faut plutôt faire barrière à l'entrée des germes infectieux dans l'environnement immédiat du patient, comme vous voyez.
des patients, des soignants ou des visiteurs. Alors, dans l'isolement septique, donc, la mesure et les modalités d'apparition s'imposent à l'ensemble du personnel sur prescription médicale. Alors, au niveau de l'unité, sous forme de signalisation, comme vous voyez ici, donc un panneau de signalisation, ou bien hors de l'unité, quand le patient se déplace, par exemple, pour une radiographie ou pour une exploration. Là également, il faut mettre en place des signalisations sur des bancs donc, qui doivent accompagner le patient. Et bien sûr, il faut toujours informer les visiteurs. Alors, cet isolement septique concerne deux volets. Donc, il y a le volet géographique et le volet technique. Vous avez donc parmi les isolements septiques, nous avons donc trois types d'isolement. Vous avez l'isolement respiratoire, dans le cas de certaines maladies, notamment la tuberculose, la rougeole ou la varicelle. Donc, vous avez toujours donc le volet géographique et le volet technique. Voici donc un exemple d'isolement septique. Regardez par exemple ici, donc isolement prescrit par docteur, isolement levé par docteur, etc. Regardez ici par exemple. Alors, le personnel donc doit se laver les mains, il doit porter donc une bavette, il doit porter une surblouse. Les visiteurs doivent se laver les mains, doivent porter une bavette, et en sortant, bien sûr, on doit se laver les mains. Voici un exemple d'isolement septique type contact. L'isolement gouttelette, c'est dans certaines pathologies. Vous avez donc la grippe, l'adénovirus, la coqueluche, etc. Donc là, je ne vais pas trop m'étaler. Voici un exemple d'isolement septique type gouttelette. Vous avez également l'isolement contact pour certains germes, notamment les bactéries multirésistantes. Maintenant, l'isolement protecteur, celui-ci, donc, il est prescrit, bien sûr, par le médecin. Donc, il y a les mesures standards et puis les mesures maximales. Alors, il y a également deux volets. Voici donc un exemple d'isolement protecteur. Je vais terminer pour vous dire que les infections associées aux soins sont une véritable complication de l'activité hospitalière dans le monde et en Algérie. Alors, tout ceci est lié au progrès diagnostique et thérapeutique de la médecine. Elles posent un problème réel de santé publique de par leur gravité et leur fréquence. Leur prévention multidisciplinaire et exogène est pleinement à l'ordre du jour. Et la prise de conscience de tous, que ce soit des soignants, des soignés, des gestionnaires et citoyens, est très importante, voire déterminante pour la réussite de toute action de lutte. C'est d'elle que dépendra le succès ou l'échec de toute stratégie de prévention de ces infections. Je vous remercie pour votre attention.